J'ai créé un Google Form de questions complètement connes, je l'ai posté sur Twitter et j'ai recueilli 12 111 réponses. Bienvenue dans la vidéo où on découvre les résultats et où on en fait une petite analyse statistique. Analyse qui va commencer par un petit disclaimer. Le but de ce Google Form au départ, c'était de créer des questions le moins socialement situées possible. Ça veut dire qu'à l'intérieur, je n'ai intégré aucune variable qu'on appelle lourde, c'est-à-dire des variables sociodémographiques telles que le genre, l'âge, la catégorie socio-professionnelle, ce que vous voulez, tout ça, ce qu'on trouve dans 100% des études statistiques ne sera pas là. Je vous le dis tout de suite pour surtout pas que vous considériez l'échantillon comme un échantillon représentatif, donc on pourra pas en tirer de conclusion universelle, je suis désolée. L'idée de départ du test, c'était de juste voir comment, avec un petit échantillon, on pouvait avoir des corrélations un peu fun entre deux variables. Bon, c'est un peu parti plus loin que ce que je pensais. On a un échantillon digne des enquêtes de l'INSEE. Il y a des gens qui font des thèses qui n'ont pas un dixième de ça dans leur base de données. Je suis désolée. Si je dis que je suis désolée, c'est évidemment parce que tout ça était à but humoristique. Mais attention, l'analyse qu'on va en faire va être très scientifique. On va donc pouvoir commencer. Je vous présente l'étude sociologique. Bienvenue sur le questionnaire qui se présentait comme ça, qui s'appelait études sociologiques. La première question du questionnaire était « Quels vêtements mets-tu le matin ?» Et 76% des répondants mettent leurs sous-vêtements en premier, ce qui semble plutôt logique, contrairement aux 9% qui mettent leurs pantalons. Voilà, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce que vous mettez en dessous du pantalon. Mais bon, on aura l'occasion de se pencher sur cette question plus tard. La deuxième question, le classique, le lait avant ou après les céréales. La grosse majorité préfère après les céréales. Prenez-vous votre douche le matin ou le soir, sachez que sur cet échantillon, 70% des répondants prennent leur douche le soir. Le café doit-il être bu avec du sucre ou sans sucre? Eh bien 62% préfèrent avec du sucre. Une grosse majorité préfère les sous-titres français, suivis des sous-titres anglais. Finalement, on a assez peu de personnes qui regardent en version originale sans sous-titres, et quand même 23% en français. Spotify est largement devant avec 66%, suivi de Deezer et 13%, ensuite Apple Music avec 9%, YouTube Music 7%, autres avec 5%, et enfin 89 utilisateurs de SoundCloud se sont glissés dans l'échantillon. Rappelez-vous d'eux, on aura l'occasion de reparler d'eux aussi. 54% des répondants préfèrent le printemps, un quart préfèrent l'été et le reste se partage l'hiver et l'automne. 82% des répondants dorment avec les rideaux fermés et 77% de l'échantillon est plutôt du soir. Les trois quarts des gens mangent les crêpes en les pliant et 60% sont plutôt salés par rapport à sucrés. Avec la question suivante, on se rend compte que la majorité des gens préfèrent mettre de l'eau avant et après le dentifrice, et 13% des gens ne mettent pas d'eau du tout. L'échantillon est à une petite majorité plutôt bordélique et à une grosse majorité team côté fenêtre dans le train. 82% des gens ont plutôt une bonne relation avec leurs parents. 60% de l'échantillon possède un iPhone. Bon, la question suivante est probablement la plus biaisée de toutes. C'est un questionnaire qui a circulé sur Twitter, donc évidemment la majorité préfère Twitter. 70% des répondants mettent leur sac à dos sur les deux épaules, et une toute petite majorité met souvent ses mains dans les poches de son pantalon. Il y a quand même 32% des répondants qui aiment bien ghoster leurs amis, et je me demande si c'est pas les mêmes qui arrivent en retard, bref on les déteste. Au niveau de la couleur préférée, c'est assez partagé, mais il y a quand même deux couleurs qui prennent les devants, c'est le bleu et le vert. Ensuite vient le violet avec quasiment 15%, puis le rose, ensuite le rouge, le noir, et enfin, on a très peu de gens qui ont répondu jaune, orange et marron. 65% sont team chaud, et c'est vraiment 50-50 pour la préférence jour et nuit. Les trois quarts de l'échantillon aiment bien l'orage, la moitié des gens ont la vue comme sens préféré, suivi par le goût, ensuite l'ouïe, le toucher et enfin l'odorat. C'est un échantillon d'introvertis, et une petite majorité des répondants écrit plutôt en bleu. Au niveau du sommeil, 62% des gens dorment sur le côté, un quart des répondants sur le ventre et le reste sur le dos. Les hospitalisations graves sont assez rares avec 13%, mais la majorité des répondants a déjà été hospitalisée pour quelque chose de pas très grave. La variable skinny ou Géchard, voilà, il faut qu'on en parle, je suis désolée. On va probablement pas pouvoir l'utiliser dans l'analyse, c'est-à-dire qu'on va la laisser, elle est là, mais il y a un petit souci avec cette variable. Les gens n'ont pas compris s'ils devaient répondre en fonction de leur préférence ou en fonction d'eux-mêmes.
ce qui biaise absolument tout. Je suis désolée, c'était probablement une de mes variables préférées, je pense que vous aussi, mais malheureusement, son utilisation va être très limitée. Il y a une petite préférence pour la plage par rapport à la montagne, et par rapport à la piscine. Une petite majorité est plus optimiste et quasiment 90% des répondants est droitier, même si la majorité de l'échantillon a un iPhone, ils sont quand même team Windows par rapport à un Mac, et les cinéphiles sont minoritaires dans cet échantillon avec seulement 42%. La question Neuil ou Latina nous prouve quelque chose d'assez révélateur sur l'échantillon, c'est des Neuils. 41% de Neuil et 40 autres % de personnes qui se considèrent au moins Neuil d'une certaine manière. Bref, très peu de Latina. En même temps, les Latinas ne passent pas leur journée à répondre à des Google Forms sur Twitter. Une bonne majorité regarde devant elle quand elle marche, même si 35% des gens regardent en bas. 3/4 de l'échantillon préfèrent l'hôtel au camping, et c'est peut-être les mêmes 3/4 qui ne savent pas danser. 70% de l'échantillon vit dans le bazar, et une petite majorité révise en musique. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un échantillon de Neuil, 53% considèrent ne pas avoir de charisme, et les personnes qui aiment l'eau pétillante sont plutôt minoritaires. Les personnes pour qui les vêtements de dehors ne doivent surtout pas toucher un lit sont minoritaires. Vous êtes que 42%. C'est très rare que des personnes se lavent plus rarement les cheveux qu'une fois par semaine, mais c'est aussi assez rare de se les laver tous les jours, ça correspond qu'à 10% de l'échantillon. Échantillon qui est d'ailleurs team chat. Une grosse majorité de l'échantillon a au moins un frère ou une sœur, et malheureusement pour finir encore sur les Neuils, 56% de l'échantillon ne considère pas avoir de rises. Je vous parle un petit peu de méthodologie. La première chose que j'ai fait quand j'ai reçu l'échantillon, c'est que je l'ai téléchargé en CSV, et je l'ai mis dans le logiciel RStudio, qui est un logiciel d'analyse de base de données sur lequel on va passer tout le reste de la vidéo. Maintenant qu'on connaît les réponses moyennes à toutes les questions, et la première étape d'analyse de notre base de données, ça s'appelle les tris croisés. C'est quoi un tri croisé? Le tri croisé, ça va être se demander est-ce qu'une modalité de réponse, par exemple dormir sur le dos, influence une autre modalité de réponse, par exemple préférer les chiens. Du coup, on va prendre tous les gens qui ont répondu je dors sur le dos et on va regarder quelles sont leurs réponses à la question je préfère les chiens ou les chats. Ça va nous donner une moyenne à nouveau qu'on va pouvoir comparer à la moyenne totale de l'échantillon, donc qui prend pas juste ceux qui dorment sur le dos, mais aussi sur le ventre et aussi sur le côté. Alors ça, on peut le faire pour une modalité avec une variable. Mais s'il faut le faire pour chaque modalité individuellement, ça prend énormément de temps. Heureusement, les logiciels d'analyse de base de données existent. Du coup, j'ai automatisé tous les tris croisés possibles en mettant un minimum d'écart par rapport à la moyenne de 3 points de pourcentage pour que ce soit un minimum représentatif, et j'avais 1444 observations. Du coup, je me suis dit qu'on allait encore un peu agrandir le taux d'écart minimum, que j'ai fait passer à 10 points de pourcentage, et là, on avait plus que 116 observations, ce qui était beaucoup plus pratique à analyser. Bon, on a un fichier à analyser avec des variables à plus de 10 points d'écart par rapport à la moyenne, on devrait pouvoir trouver quelque chose d'intéressant. Mais ce sondage ne serait pas drôle si on n'essayait pas de pousser encore plus l'analyse scientifique. Le truc, c'est que dans tout sondage, dans toute base de données, il y a toujours des biais. Du coup, les statisticiens ont créé des tests. Au niveau des tris croisés, j'ai utilisé 2 tests principaux. Le premier s'appelle les intervalles de confiance. Il nous est apparu que les gens qui dorment sur le dos préfèrent les chats à 69,5%. Mais peut-être que dans un autre échantillon, ce serait qu'à 62%. Et peut-être que dans un autre échantillon, ce serait à 72%. Alors comment être sûr que ce calcul-là, on peut quand même l'utiliser? Eh bien l'idée, c'est qu'on va simuler des milliers d'échantillons sur lesquels on va faire le test. Si on fait un test à l'infini, il devrait y avoir dans la majorité des cas, globalement toujours à peu près les mêmes résultats. Nous, on va se servir de 95% de ces résultats et on va garder seulement ces intervalles-là, ce qu'on appelle des intervalles de confiance. Si notre résultat, ici 69,5%, se trouve à l'intérieur de ces intervalles de confiance, c'est bon, le test est significatif. Mais si l'intervalle de confiance, c'est entre 67 et 68%. Alors dans ce cas-là, le test n'est pas significatif et on peut oublier ce calcul. Et après, j'expliquerai le qui de plus tard, il y a la Formule 1 qui commence. Désolée si vous remarquez un changement de ton avec la suite, mais c'est juste que McLaren a encore gagné, donc... En gros, ce que le test du qui de va faire, c'est qu'il va prendre le résultat et qu'il va se demander est-ce que ce résultat n'est pas juste dû au hasard? Le qui de calcule, si les variables n'ont aucun lien, qu'elles sont totalement indépendantes, qu'elles ne se connaissent pas, quelle est la probabilité qu'on retrouve l'écart qu'on vient d'observer entre elles? On dit que s'il y a seulement 5%
de probabilité pour que l'écart qu'on a observé soit dû au hasard, c'est probablement qu'il est significatif. J'ai donc fait ces deux tests, les intervalles de confiance et le Ki2. Ensuite, je les ai appliqués à l'ensemble de la base de données de 116 observations. Quelle ne fut pas ma surprise quand je me suis rendu compte que sur ces 116 observations, il y en avait une seule qui était invalidée par les tests des intervalles de confiance et du Ki2. Ça veut dire que 115 observations sur ces 116 sont significatives. Ça veut dire qu'on peut les regarder, on peut essayer de les comprendre, on peut les analyser. Bon, très honnêtement, c'était pas non plus une immense surprise, étant donné que l'écart minimum entre la moyenne et nos observations était de 10 points, ce qui est quand même assez énorme. Donc voilà, on pouvait s'attendre à ce que ce soit significatif, même si j'ai perdu 1 heure à coder des intervalles de confiance et un Ki2, je n'ai aucun regret. C'était pour l'amour de la démarche scientifique. Bref, assez parlé méthodologie. On va enfin pouvoir parler des résultats. Et les résultats, les voici. On a toutes ces observations, chacune est significative, donc on peut l'analyser. Et la première qu'on va analyser, ça va être celle avec l'écart par rapport à la moyenne le plus important, est ici de 41,3 points. C'est-à-dire que la moyenne préfère le froid à 36%, mais ce sous-groupe le préfère à 78%. Qui est-ce que ça peut bien être ce sous-groupe? C'est les personnes qui ont répondu hiver dans la saison préférée. C'est super intéressant, mais on aurait peut-être pu y penser tout seul. C'est comme la deuxième. Ton appli de streaming de musique, Apple Music, est-ce que t'as un iPhone? Évidemment, la grosse majorité des utilisateurs d'Apple Music ont un iPhone, ce qui les place bien au-dessus de la moyenne, qui est seulement à 60%. Toutes ces observations sont plutôt logiques, mais elles nous apprennent pas non plus des faits inattendus. On sait bien que les gens minimalistes ont plus de chances d'être bien organisés. Du coup, faut qu'on trouve celles auxquelles on n'aurait pas pensé. Et personnellement, la première qui me vient en tête, c'est celle-ci. Les personnes qui ont noté se laver les cheveux plus rarement qu'une fois par semaine ont 18 points de pourcentage de plus coché la case « J'ai 3 frères et sœurs ou plus ». Donc avoir beaucoup de frères et sœurs t'empêche de te laver les cheveux. Dans le même registre, se laver les cheveux tous les jours, c'est avoir plus de chances de prendre sa douche le matin. 22 points d'écart par rapport à la moyenne qui est seulement à 30%. 50% des gens qui se lavent les cheveux tous les jours prennent leur douche le matin. Franchement, hésitez surtout pas à faire pause pour tout regarder. Tenez, je vais vous le mettre comme ça. Mais j'aimerais porter votre attention sur certaines observations particulières que j'ai remarquées. D'abord, les personnes qui choisissent le rose comme couleur préférée préfèrent plus souvent la plage à la montagne que la moyenne, à 15 points d'écart. Aussi, les personnes se disant extraverties ont également plus de chances d'avoir coché la case optimiste, à 15 points d'écart également. Les personnes ayant TikTok comme réseau social préféré ont plus de chances d'avoir coché la case j'ai un iPhone, à 13 points de différence par rapport à la moyenne. Et je trouve assez rigolo que les personnes qui ont coché hiver comme saison préférée ont moins de chances d'avoir un iPhone. Les fans d'hiver n'ont pas d'iPhone, je sais pas pourquoi. Après on peut faire quelques études de cas, et personnellement, le sous-groupe qui me fait le plus rire, c'est le sous-groupe SoundCloud. Alors voilà, je les ai trouvés. Bon, on a vu précédemment que les utilisateurs de SoundCloud auraient moins d'iPhone que les autres, mais c'est toujours la seule qui n'est pas significative. Mais les autres le sont, et elles me font beaucoup rire. Les utilisateurs de SoundCloud sont plus cinéphiles que la moyenne, à 17 points de plus que la moyenne. C'est aussi l'une des catégories qui a le moins de chances de s'habiller en premier le matin avec ses sous-vêtements. Seulement 60% d'entre eux contre 75% pour la moyenne. C'est une catégorie qui adore la nuit, qui est bien plus en retard que la moyenne, qui kiffe l'orage, je sais pas, ça va avec leur vibe. Mais surtout, l'observation qui me fait le plus rire, c'est que les utilisateurs de SoundCloud disent beaucoup moins ne pas aimer l'eau pétillante que les autres. La moitié des utilisateurs de SoundCloud consomment de l'eau pétillante, contre seulement 40% pour la moyenne. Je sais pas pourquoi, j'avais jamais pensé à ça. En fait, j'adore parce que c'est exactement ce que je voulais quand je cherchais à faire des questions débiles qui n'ont rien à voir entre elles et leur trouver des corrélations. J'aime trop, je suis trop contente. On peut aussi trouver le groupe de couleurs préférées rose qui ne mettent pas les mains dans les poches par rapport aux autres, qui adorent la plage, qui ont un iPhone et qui supportent beaucoup moins que les autres qu'on mette les vêtements de dehors sur un lit ou sur un canapé. Là-dessus, je me permets une petite analyse. On n'a pas mis de variables lourdes, donc on n'a pas le genre. Cependant, on sait bien que le rose est une couleur qui est principalement appréciée par les femmes, c'est les normes sociales, tout ça on connaît. Les pantalons des femmes ont moins souvent des poches qui leur permettent tout simplement de mettre leurs mains dedans. Donc je me permets de penser que ce groupe-là est un groupe très genré. Alors bon, on n'a pas mis le genre dans les variables, mais là on en a trouvé, je pense, une petite représentation. Et enfin, il y a un dernier petit groupe
dont je veux vous parler, c'est le groupe des gens qui ne mettent pas de sous-vêtements en premier le matin et qui ont beaucoup plus l'habitude que les autres de se doucher le soir. Et là-dessus, je m'adresse à eux avec un peu de jugement dans la voix. Comment se fait-il que vous vous douchez le soir et que le matin, vous ne mettiez pas de nouveaux sous-vêtements? Vous pouvez m'expliquer? Parce que là, je suis pas sûre d'avoir bien compris ce que vous sous-entendez. Bon, c'était trop bien. On a pu regarder plein de traits croisés, mais dites-vous que là, on a pu s'intéresser que à une toute petite partie de tous les traits croisés qui existent. Déjà, on a pris ceux avec un écart de plus de 10 points, alors que franchement, en vrai, un écart de 7 ou 8 points, c'est déjà représentatif de quelque chose. Mais déjà, juste avec ce qu'on a eu, c'était trop fun. Du coup, quand j'ai terminé cette analyse il y a quelques jours, je me suis dit, on a fait des traits croisés à une modalité qui influence une autre, pourquoi on n'essaierait pas de faire des sous-groupes de plusieurs modalités? C'est là que j'ai eu l'idée de faire des sous-groupes de 3 modalités et de l'impact de ces 3 modalités quand elles sont ensemble. Le problème, c'est que le nombre de sous-groupes possibles de 3 modalités dans les questions de mon sondage, il est tout simplement immense. Déjà, j'ai pris seulement quelques variables. On a 50 questions, j'en ai pris 15. J'ai testé toutes les possibilités entre elles de faire des sous-groupes de 3 et parmi tous les résultats, je n'en ai gardé que les 20 premiers pourcents. Sachez que juste avec ça, j'avais plus de 73 000 observations et ça a mis 2h30 à tourner sur mon ordinateur. Et j'ai la fibre. J'ai calculé proportionnellement, s'il avait fallu faire ça avec l'entièreté de la base de données, j'en aurais eu pour 53 heures. En plus de ça, sur ces 73 000 résultats, il y en avait quand même une grosse partie qui était un peu obvious. Par exemple, les utilisateurs d'Apple Music qui ont un Mac et qui ont un iPhone. Bon voilà, le sous-groupe est pas non plus hyper pertinent pour ce qu'on veut en faire, c'est-à-dire trouver des modalités qui ont un peu rien à voir entre elles et qui donnent un résultat fun. Il fallait impérativement que les 3 modalités utilisées dans le sous-groupe qui ont un impact sur une variable n'aient un impact sur cette variable que quand elles sont toutes les 3 ensemble. Par exemple, dans un sous-groupe aime le salé, préfère les chats et s'assoit côté couloir, si on veut savoir si elles impactent la variable du charisme, il faut être sûr que individuellement, il n'y en a pas une dans les 3, par exemple aimer les chats, qui d'elle-même impacte le charisme. Du coup, il fallait trouver des observations impactantes uniquement toutes les 3 ensemble. Et j'en ai trouvé 3 à vous proposer aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, on a notre premier résultat. Si on prend le sous-groupe préfère le salé, préfère les chiens et utilise un autre service de streaming de musique, il y a une grosse différence avec la moyenne. 70% des gens en moyenne prennent leur douche le soir pour seulement 54% dans ce groupe qui adore la douche du mat. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait le calcul de mon côté des traits croisés qui nous permettent de regarder si chaque modalité a un impact sur la variable. Après tout, si seulement 50% des gens qui préfèrent le salé se douchent le soir, c'est probablement cette modalité-là qui fait que ce groupe est bien plus bas que la moyenne. Mais, comme on le voit ici, ce n'est pas le cas. Les 2 modalités salé et autres ensemble ne changent rien par rapport à la moyenne. Les 2 modalités chien et autres ensemble baissent un petit peu la probabilité de se doucher le soir. Les modalités préfère le salé et préfère le chien baissent la proportion de 2,4 points seulement, et la modalité un autre service de streaming augmente la probabilité de se doucher le soir. En réalité, c'est seulement quand ces 3 modalités sont ensemble qu'il y a un écart aussi grand par rapport à la moyenne. Je ne sais absolument pas pourquoi le combo salé plus chien plus autre amène à cet écart, mais il a été vérifié par le Ki2 et par les intervalles de confiance, donc il est significatif. Bon, je vais pas vous embêter beaucoup plus longtemps avec ces histoires de codage pour cette partie, surtout qu'on a encore beaucoup de choses à aborder ensemble, mais je vous donne juste les 2 autres analyses qu'on a pu faire grâce à ces traits croisés de 3 modalités. Le groupe préfère le sucré, préfère les chiens et se met côté couloir dans le train a beaucoup moins de chances que la moyenne de se brosser les dents en mettant de l'eau, puis du dentifrice, puis de l'eau. Et le groupe préfère le salé, préfère les chiens et se met côté couloir dans le train, adore l'eau pétillante. Voilà, beaucoup plus que la moyenne. C'était mes 3 études de cas ultra précises sur les 73 000 observations des traits croisés à 3 modalités. Excusez-moi, je viens de le retrouver, mais du coup, sachez que les gens qui préfèrent le sucré, les chats et qui ont SoundCloud en service de streaming de musique mettent le lait avant les céréales beaucoup plus que la moyenne. Genre 23 points de plus que la moyenne. Maintenant, je pense que vous avez compris qu'il y a des tonnes d'analyses possibles, mais que vu qu'on n'a pas pu faire ça sur toute la base de données, c'est compliqué de trouver le groupe de 3 qui a les réponses les plus bizarres de tout l'échantillon. On peut donc move on des traits croisés, on n'en parle plus. Et maintenant, on va passer au cœur de cette analyse. J'ai nommé l'analyse des correspondances multiples, l'ACM. Mais alors, c'est quoi l'ACM? Une ACM, c'est un plan.
en 2D, sur 2 axes, sur lesquels sont représentées toutes les modalités de réponse de notre questionnaire. Voilà, elles vont toutes être un peu partout. Mais pour les positionner à un endroit précis, l'ACM calcule à quel point les individus ont coché ces modalités de réponse régulièrement ensemble. Par exemple, s'il y a un grand nombre de répondants qui ont coché hiver et froid, et bien les modalités de réponse hiver et froid seront très proches sur le plan de l'ACM. À quoi ça va nous servir? Alors déjà, l'ACM, ça permet de tout prendre en compte d'un coup. Parce que par exemple, un trait croisé, on prend en compte 2 modalités, ou un peu plus comme vous voyez, mais c'est super compliqué. L'ACM, c'est ce qu'on appelle une analyse multivariée. Ça met des milliers de réponses sur un plan, et ça nous montre visuellement qu'il y a souvent des profils récurrents. Il se trouve que notre questionnaire rend l'ACM particulièrement pertinente. En fait, c'est même un peu l'idéal. On n'a que des variables dites qualitatives, donc ça veut dire avec des mots et pas des chiffres, et puis il y a surtout un échantillon immense, donc l'ACM va être hyper précise. Grâce à ça, on va pouvoir établir ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire des gens qui ont le même profil de réponse aux questions. Bref, c'est parti. On fait l'ACM, ça a l'air compliqué, mais en fait c'est plutôt facile. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. Mais par contre, on obtient ce magnifique graphique. Voilà, bon courage pour le lire maintenant. Bon, heureusement, je l'ai en format HTML, donc on va pouvoir le regarder de manière plus posée. Voici donc nos 2 axes, l'axe vertical et l'axe horizontal. Le premier but de l'analyse de l'ACM, ça va être de donner des noms à ces axes. Pour ça, le plus facile, c'est de regarder les modalités qui sont aux extrémités. Et quand on prend tout en haut, comme ça, on a les modalités. Se lave les cheveux plus rarement qu'une fois par semaine, globalement ne s'entend pas très bien avec ses parents, est souvent en retard, a déjà été hospitalisé de manière grave, met son sac sur une épaule, bref, pas forcément des modalités ultra joyeuses. Maintenant, quand on regarde les modalités qui sont tout en bas, on va avoir du matin, minimaliste, bien organisé, et se lave les cheveux tous les jours. Au bout de quelques minutes de réflexion, j'ai décidé de nommer cet axe l'axe du chaos. Plus on est en haut, plus notre vie a l'air chaotique, plus on est en bas, plus ça a l'air bien rangé. Maintenant, il nous faut regarder sur les extrémités de l'axe horizontal. On va prendre le premier côté où on a les modalités. Avoir un Mac, être sur Apple Music, aimer le rose, savoir danser, TikTok, extraverti, être une latina, avoir du charisme et avoir grave du riz. Alors que de l'autre côté, on a les gens qui aiment l'hiver, qui ont pas d'iPhone, qui sont des neuils, qui ont pas de charisme, qui ont pas de riz, qui regardent en bas quand ils marchent dans la rue, pessimistes. Au début, pour être très honnête, je voulais appeler cet axe l'axe neuil latina, parce que déjà les deux étaient vraiment des 2 côtés, et que ça correspondait à peu près. Mais au bout de quelques heures, j'ai changé d'avis. J'ai préféré appeler cet axe l'axe des losers. C'est-à-dire que d'un côté, il y a vraiment des losers, je suis désolée. Vous faites que de perdre dans la vie. Alors que de ce côté-là, c'est l'axe des winners. Ils savent danser, ils sont heureux, genre leur vie a l'air trop simple. Je pense que c'est le premier ACM de l'histoire dont les 2 dimensions qui déterminent les réponses des gens soient le chaos de leur vie et si c'est des losers ou des winners. Vraiment, vous savez pas à quel point ça me rend heureuse quand j'ai découvert ça, j'étais morte de rire sa mère. Alors après, on a nos 4 cases. On a l'axe des winners chaotiques, l'axe des winners bien rangés, l'axe des losers bien rangés et l'axe des terrifiants losers chaotiques. Plus une modalité est aux extrémités, plus elle est représentative de son axe. Cependant, chaque modalité fait quand même partie d'un des 4 carrés. C'est pourquoi j'ai fait des bingos de chaque carré de l'ACM, n'hésitez pas à les remplir. Et puis après, on a quand même le centre de l'ACM. Et le centre de l'ACM, surtout le centre très centre ici là, c'est le coin des normies. C'est-à-dire tout le monde a répondu ça. On a donc un profil de normies. Leur couleur préférée, c'est le vert. Ils mettent le lait après les céréales, se lavent les cheveux 2 ou 3 fois par semaine, ont 2 frères et sœurs, ne boivent pas d'eau pétillante, ont déjà été hospitalisés mais pour un truc pas très grave, regardent leurs émissions en VostFR, sont droitiers, se mettent côté fenêtre dans le train, utilisent Spotify, mettent leurs sous-vêtements en premier le matin, dorment avec les rideaux fermés, et sur le ventre. On en arrive donc à notre dernière partie d'analyse de cette base de données. Carrément, je suis nostalgique. Et c'est la partie du clustering. C'est quoi le clustering? Avec l'ACM, là, on a pu positionner nos modalités. Mais maintenant, l'idée, c'est de comprendre qui il y a derrière ces choix. C'est pour ça qu'on peut demander à l'ACM de nous proposer des profils de réponse. Ça va être des catégories de gens qui ont souvent répondu les mêmes modalités. C'est ce qu'on appelle des clusters. Faire les clusters, c'est pas hyper compliqué, mais là où ça devient un peu stimulant, c'est quand il faut les nommer. En fait, sur RStudio, on peut avoir accès à leurs réponses les plus courantes, ce qui nous aide à dresser leur profil. C'est ça qu'on va regarder ensemble. Bon, alors déjà, je vous présente le graphique de mes clusters. J'en ai demandé 3 parce que
2 c'était pas suffisant et 4 ça faisait un petit peu brouillon. Et ils sont quand même plutôt bien répartis je trouve. Maintenant, on a le cluster numéro 1. Là où ils se démarquent particulièrement, c'est qu'ils aiment le jour. Beaucoup plus que la moyenne. Ils se considèrent comme étant des neuils, sont plutôt du matin, n'ont pas de Reeze, pas d'iPhone, sont plutôt minimalistes, bien organisés, à l'heure, et ils mettent leur sac à dos sur les 2 épaules. J'ai décidé d'appeler ce groupe mention assez bien. Ça a l'air d'être un groupe scolaire, mais en même temps qui a pas l'air de trop bien réussir dans la vie. En bref, force à eux, ça a trop l'air d'être des gentils. Ensuite, mon deuxième cluster. C'est le cluster des latinas. Ils ont un iPhone, ils ont un Mac, ils adorent la plage, ils ont du charisme et du Reeze, et ils savent danser. Le fait que c'est eux qui ont tout pris, ils nous ont rien laissé, genre. Ils sont extravertis, ils adorent l'été et le chaud. Mais en même temps, quand même, pas de vêtements de dehors sur le lit. Ça, c'est non. C'est pour cette raison que j'ai décidé de les appeler Insta contrôle ma vie pendant 24 heures. En fait, on dirait vraiment des influenceurs lifestyle. Et enfin, je vous présente le dernier cluster. Je suis terrorisée. Donc eux, ils adorent la nuit, ils adorent le froid, c'est le bordel, ils ont pas confiance en l'avenir. En fait, je vous jure, carrément, j'ai peur d'eux. Et en fait, même quand on regarde quelques modalités de plus, on dirait un peu des gens qui se prennent pour le personnage principal. Du coup, je les ai appelés Like Yagami. Alors évidemment, le questionnaire est anonyme, donc on pourra pas savoir qui est dans quel cluster, mais il y a quand même une personne où on peut savoir. Cette personne, c'est la première qui a répondu. En fait, vraiment, ça me fume. Il y a 12 111 réponses, toutes anonymes. Et genre, la seule personne dont on peut reconnaître les réponses, c'est moi, parce que c'est la première. Et si vous vous demandez dans quel cluster je suis, le cluster de Latina, et oui. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était la première vidéo de YouTube de toute ma vie, évidemment. J'ai fait comme j'ai pu et j'ai fait le plus vite que je pouvais. J'espère que les résultats ont été à la hauteur de vos attentes. Si vous avez envie de vous perdre sur cette base de données, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message sur Twitter et je vous enverrai le lien du Google Drive avec la base de données et un maximum de fichiers de mes propres analyses que vous pouvez consulter, en faire, bref, vous en ferez ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'ajouter des précisions dans les commentaires, vous êtes les bienvenus. J'espère que vous avez kiffé la luminosité qui a changé à peu près 800 fois pendant le tournage de la vidéo, mais bon, pour une fois qu'il fait jour à Paris, je vais pas m'en plaindre. Voilà, et sinon je pense faire une FAQ de la base de données sur Twitter, donc si jamais vous avez des questions sur la base de données, si vous avez envie de voir une modalité par rapport à une autre précisément et que vous savez pas faire vous-même, et ben venez me la poser sur Twitter et comme ça j'essaye d'y répondre et d'éclairer vos curiosités personnelles. Voilà, je suis trop contente que l'idée ait plu. Si jamais vous avez des idées de nouveaux questionnaires qui vous trottent dans la tête, etc., bah n'hésitez pas, on le fait et on en refait une base de données. Gros bisous, rendez-vous sur Twitter.